Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la face cachée des astronautes. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je raconte des histoires assez méconnues sur les astronautes qui ont fait polémique, ou alors qui sortent un petit peu du cadre de ce qu'on connaît habituellement. La première vidéo en juillet vous a énormément plu et c'est également l'une de mes vidéos préférées de l'année, donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire un deuxième épisode, et cette fois-ci avec 4 histoires assez particulières. A noter aussi que cette vidéo peut limite s'écouter en audio comme beaucoup font sur YouTube, donc là ça va être assez pratique. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Le golf. Cette histoire est l'une des anecdotes les plus célèbres qui puissent exister, mais il y a une face cachée qui retourne un peu tout le mythe et qui est, elle, beaucoup plus obscure. Je parle bien évidemment du golfeur lunaire. Alan Shepard naît le 18 novembre 1923 dans la petite ville côtière de Pebble Beach dans l'État de Californie, réputée pour son arbre en bord de mer, mais aussi et surtout pour être l'une des capitales américaines du golf, et vous allez voir que c'est assez prémonitoire. D'ailleurs, il y a plein de gens très connus qui sont nés à Pebble Beach, comme Clint Eastwood, voilà, anecdote. Et Alan Shepard va évidemment se passionner pour le golf et même devenir un amateur de la discipline. Entre-temps, il a fait 2-3 trucs un peu connus dans sa vie, comme devenir astronaute, être sélectionné dans le programme Mercury, devenir le premier Américain à être allé dans l'espace, et commandant de la mission Apollo 14 en 1971 en étant le 5e homme à marcher sur la Lune. C'est aussi le seul vétéran du programme Mercury à avoir foulé le sol lunaire. À la fin de la mission Apollo 14 et après avoir chargé plus de 50 kg de roches lunaires dans le LEM, il profite des derniers instants qu'il a sur place pour déclarer son amour pour le golf. La NASA lui avait accordé le droit d'emmener une sorte de club, qui était un club de fer, précisément un fer 6, qu'il avait attaché à une manchette télescopique. Donc c'est un club de golf un peu improvisé, mais qui va être mythique. Avec lequel il a pris 2 balles de golf, il les pose sur le sol, et il joue au golf. La situation est quelque peu burlesque, parce qu'il se foire complètement lors de sa première tentative. Les 2 autres sont réussis, et on voit bien, malgré la qualité dégueulasse des images, les balles s'envoler à des centaines de mètres. Shepard dira lui-même « miles and miles and miles », sous-entendant qu'il les a balancés à plusieurs kilomètres de là. Et c'est cohérent car la faible gravité de la Lune permet aux balles d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, à propos des balles, on ne les a jamais retrouvées, mais on pense aujourd'hui qu'elles sont toujours dans un état totalement intact, vu l'absence d'atmosphère sur la Lune. Cette histoire est super connue, et les images du golfeur lunaire, comme on l'appelle, sont absolument mythiques, inscrivant ainsi un petit peu plus le nom d'Alan Shepard dans la légende. Légende qui va d'ailleurs entretenir gracieusement. Les images ayant fait le tour du monde, sa petite partie de golf improvisée va donner une visibilité monstrueuse auprès de la Fédération américaine de golf. Une pub indirecte parce que Shepard n'est qu'un simple amateur, mais une pub quand même. Et ça va pas s'arrêter là puisqu'il recevra des prix, notamment le trophée Golf All America, et entretiendra cette réputation de golfeur lunaire pendant des décennies, jusqu'à sa mort le 21 juillet 1998. Et toutes ces anecdotes vont rester notamment dans un livre biographique, Light This Candle, qui a été écrit par Neil Thompson, et qui s'est plutôt très bien vendu. Et tout ça a été entretenu par le fait qu'on n'ait jamais retrouvé les balles de golf, et que Shepard les aurait envoyées à des centaines de mètres, voire même des kilomètres, en fonction de la gravité lunaire. Car même s'il est potentiellement exagéré un petit peu sa réaction pendant le tir, comme ce qu'on voit dans la vidéo, le fait qu'il ait envoyé des balles de golf à des centaines de mètres, c'est tout à fait crédible. Son club de fer, avec la manchette télescopique, sera même exposé au Musée national du golf, au New Jersey. Voilà, ça c'est la surface visible de l'iceberg de cette histoire. Et maintenant, il y a la face cachée. Et cette face-là, elle est très obscure parce que pas grand monde est au courant. Elle est aussi un petit peu drôle. Et surtout, elle ne fera surface que des décennies plus tard. Parce qu'en fait, la réponse à « où sont les balles de golf ?» elles étaient sous nos yeux. Le problème, c'est qu'on a mal cherché.
Ou plutôt, on n'a pas cherché. Parce que bon, analyser autant d'images d'archives, c'est assez long et surtout personne n'a eu l'idée de le faire pour retrouver 2 balles de golf. Et personne n'a eu l'idée vraiment de chercher parce qu'on pensait qu'elles étaient à des centaines de mètres et qu'elles seraient totalement invisibles vues depuis le site d'Apollo 14 et les caméras qui étaient embarquées. Et puis il y a un type qui s'appelle Andy Saunders, qui est passionné de golf et qui va publier, il y a quelques années seulement, un article sur le site du Muséum du Golf qui va retourner le mythe. La mission Apollo 14 est documentée avec des tonnes et des tonnes de vidéos, de photos, d'enregistrements et tous ne sont pas de bonne qualité. Aujourd'hui, les archives de la NASA ont été remasterisées en très haute qualité dans les années 2000, mais on nous montre toujours les photos les plus réussies, les plus belles, les plus connues. Et effectivement, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt si je vous montrais cette photo par exemple, prise à la surface de la Lune lors de la mission, mais qui est complètement cramée par la luminosité du Soleil. Voilà, il y a plein d'images comme ça, qui sont juste ratées mais qui ont quand même été publiées, ou simplement qui sont pas très belles, pas très intéressantes. Mais du coup, avec cette nouvelle manne d'images, et avec le fait aussi qu'entre-temps, la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, qui est en orbite autour de la Lune, ait produit des images spectaculaires, époustouflantes et de très haute qualité de la surface de notre satellite, et donc des sites des missions Apollo, ça fait une superbe base de données pour Andy Saunders, afin qu'il puisse trouver ces fameuses balles de golf. Et il va finir par découvrir la vérité. Les balles de golf ne sont absolument pas à des centaines de mètres. Parce qu'en fait, il n'y a pas de balle de golf. Alan Shepard n'a jamais tiré au golf. D'ailleurs, Alan Shepard n'existe pas et la Lune n'existe pas non plus puisque c'est un hologramme Illuminati. Attends, c'est pas ça le texte. Sur ces images, présentées par Andy lui-même, on retrouve les traces d'Alan Shepard en position de tirer. On peut même retrouver la poussière soulevée par son swing. Et les balles, elles sont là. Aucun objet naturel ou artificiel ressemble plus à des balles de golf que ça sur le site lunaire. La caméra 16 mm de l'époque, qui avait enregistré le décollage du module Antares, montre la balle numéro 2. Et en faisant un petit peu de maths, Andy a calculé que les 2 balles se trouvent respectivement à 24 et 40 yards, soit 22 et 36 mètres. C'est absolument ridicule comme distance. Je préfère même à ce compte-là le scénario du hologramme Illuminati. Je veux dire, c'est quand même une explication un peu plus spectaculaire. Parce que 36 mètres. En moyenne, avec un club de fer de ce style, un amateur ou un professionnel peut facilement réaliser un tir de plus de 150 mètres. Vous voyez le problème. Tout le mythe de Shepard s'effondre. Et c'est d'autant plus drôle quand on sait que la gravité lunaire est 6 fois moindre que celle de la Terre. Donc techniquement, avec la même force, les balles pouvaient aller super loin et ne jamais être retrouvées comme prévu. Peut-être même que Shepard savait également où allaient les balles. En même temps, à 36 mètres, c'est visible. Et donc il s'est dit, bon, on va faire comme si de rien n'était, et puis je vais dire qu'elles sont allées à des centaines de mètres et entretenir le mythe. Mais ça, c'est juste de la spéculation. Pour la défense de Shepard, c'est quand même difficile de faire un bon tir quand tu es exténué après des heures de mission en portant une combinaison de 72 kg sur soi qui ne pèse qu'une dizaine de kilos sur la Lune à cause de la gravité. Mais quand même, le mythe vient d'en prendre un sacré coup. Mais en vrai, si jamais les conditions étaient optimales, la Lune serait un endroit parfait pour jouer à une espèce de golf géant, aidé par la faible gravité et l'absence d'atmosphère, donc pas de friction de l'air. Moi, tout ce que j'attends maintenant, c'est que des milliardaires fument la moitié de leur pognon juste pour faire du golf sur la Lune. Peut-être que ça va être ça la nouvelle course à l'espace. Si les meilleurs joueurs du monde avec le meilleur club de golf qui soit pouvaient jouer sur la Lune, ils imprimeraient à la balle une vitesse de 300 km/h et sur un angle de 45 degrés, on verrait la balle faire une parabole de presque 5 km en restant dans l'air pendant plus d'1 minute. Alan Shepard aurait pu réaliser le tir du siècle, mais il s'est totalement foiré. Ça reste quand même un petit exploit, et de toute façon, ça n'a absolument pas dérogé à sa brillante carrière d'astronaute. Numéro 2, le cheveu. Petite anecdote pas très connue mais néanmoins très drôle, Neil Armstrong a eu un contentieux avec son coiffeur. Parce que son coiffeur,
a fait quelque chose qu'il avait absolument pas le droit de faire, et qui est à la fois complètement immoral, et aussi un peu machiavélique et brillant. Après le vol d'Apollo 11, Neil Armstrong est devenu un héros pour tout un pays, mais il gardait ses habitudes. Il se rendait une fois par mois chez son coiffeur et barbier, Marks Sizemore, chez le Marks Barber Shop à Lebanon, dans l'état de l'Ohio. Et en mai 2004, à l'époque où Neil Armstrong n'était déjà plus tout jeune avec ses 74 ans, Marks Sizemore a une idée qui est... Fallait y penser, quoi. C'est vraiment pas bien, mais fallait vraiment y penser. Il va prendre une touffe de cheveux de l'ancien astronaute qu'il va ramasser, qu'il va garder précieusement, et à qui il va vendre ça comme une sorte d'objet de collection à un mec qui s'appelle John Resnikoff, expliquant qu'il s'agit des cheveux du premier être humain à avoir marché sur la Lune pour la modique somme de 3000 $. Quand Armstrong va la prendre, parce que c'est inévitable, il allait finir par la prendre, il va porter plainte contre son coiffeur. Et il va envoyer une lettre en disant que non seulement ce qu'il a fait c'est totalement stupide, mais c'est aussi profondément illégal. Parce que ça va en totale contradiction avec la loi sur la protection de la vie privée des personnes célèbres de l'état de l'Ohio. C'est pas une blague. Et le mec, il a fait une grosse connerie quand même. Armstrong a d'ailleurs toutes ses chances de gagner le combat judiciaire, et à minima, la punition pour ça, c'est de rendre les cheveux. Il charge également Sizemore de donner les 3000 $ qu'il a reçus à une œuvre de charité. Sauf que son coiffeur, lui, il sait pas où sont les cheveux, puisqu'il les a vendus. Et d'ailleurs, il s'en cache même pas. Il est parfaitement conscient que ce qu'il a fait c'est absolument illégal et quand même très immoral, mais bon, ça le faisait marrer sur le moment, donc il a saisi l'opportunité. C'est vraiment sa défense. Ouais, mais c'était cool quand même. Et étant évidemment dans l'incapacité de reprendre les cheveux, il fait un chèque de 3000 $ à une œuvre de charité sous la pression de l'astronaute. Si une telle histoire a énervé Neil Armstrong, c'est parce qu'il a entretenu l'image d'un homme très discret. Après Apollo 11, il est devenu une star, et son immense popularité l'a mené à être constamment harcelé par les journalistes et les médias. Et pourtant, ce qu'il voulait, c'est mener une vie plutôt simple, et il avait aussi des projets puisqu'il continuera à travailler avec la NASA, notamment dans les navettes spatiales, et siégera au conseil d'administration de diverses entreprises. Même s'il était réputé comme blagueur, souriant et confiant et gardant son sang-froid dans les moments difficiles, notamment les missions spatiales, l'idée qu'on puisse dérober des cheveux et qu'on les vende dans son dos pour 3000 $, c'était à la fois dégradant et humiliant. Et je pense que c'est dégradant pour absolument n'importe qui. Donc ça se comprend parfaitement. Mais faut quand même reconnaître que l'histoire est sacrément barrée. Numéro 3. Shenzhou 7. Ok, là on a fait 2 histoires plutôt rigolotes, c'est marrant, on s'amuse bien. Là on va passer à quelque chose de bien plus obscur et de beaucoup moins drôle. La Chine est la 2e puissance spatiale du monde derrière les États-Unis, et la tendance actuelle pourrait la faire monter sur le toit du monde, tant la CNSA, l'agence spatiale chinoise, est puissante. Et tout ça en à peine 30 ans d'investissements absolument colossaux parce qu'elle accusait un retard monstrueux sur les Russes, les Français, les Japonais et surtout les Américains. Le pays est resté dans l'ombre entre 1965 et les années 90, avec une opacité complète, une réputation de qualité moyenne, plus que discutable, et des catastrophes comme l'accident de la Longue Marche 3 en 96, couplé avec de l'espionnage industriel. Mais surtout, elle s'illustre par son isolationnisme extrême, encore aujourd'hui d'ailleurs, en collaborant presque jamais avec d'autres agences spatiales, tout au plus des entreprises privées étrangères. La Chine a déjà tenté d'avoir un programme spatial de taïkonautes, c'est les astronautes chinois, dans les années 70. Ça a été une catastrophe, un échec absolu, le projet a été abandonné, et le parti veut remettre ça dans les années 2000. Mais ce coup-ci, il faut faire les choses bien. Et surtout avoir leur propre module, et leur propre station spatiale, leur propre écosystème aérospatial. C'est là que naîtra le programme Shenzhou, programme qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Ça prendra un temps considérable et non sans mal, mais c'est comme ça que le pays passera de l'ombre à la lumière. Du moins la lumière médiatique. Le 25 septembre 2008 est lancé Shenzhou 7, la 3e mission spatiale habitée du programme chinois, avec à son bord les taïkonautes Zhai Zigang, Liu Boming et Jing Haipeng.
à bord de la fusée Longue Marche 2F. Leur module est assez petit et visiblement très calqué sur celui des Soyouz, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Durant la mission, le commandant de bord Zhai Zigang va effectuer la toute première sortie extravéhiculaire dans l'espace pour un taïkonaute chinois. Il ne le sait pas encore, mais Zhai deviendra l'un des plus grands astronautes de son pays. L'événement sera évidemment retransmis à la télévision chinoise, mais aussi américaine, avec une couverture médiatique sans précédent, histoire de marquer le coup. Et au-delà de la réputation de la Chine, il faut bien admettre que le programme Shenzhou est un énorme succès. Sauf que, il y a une théorie extrêmement méconnue et surtout de niche qui circule à propos de Shenzhou 7, et plus particulièrement de la sortie extravéhiculaire de Zhai Zigang. Très peu d'articles en parlent parce que c'est assez flou et surtout, c'est resté à ce stade-là, le stade d'impression, d'interrogation et de spéculation. Des gens pensent que la sortie de Zhai Zigang, qui a été diffusée en direct, n'a jamais eu lieu. Et si elle a eu lieu, c'est pas dans les mêmes conditions et pas en direct. De ce que j'ai lu en faisant quelques recherches, les gens qui affirment cette théorie ne sont pas des platistes ou juste des mecs qui pensent que l'espace n'existe pas et qu'on n'est jamais allé. Ils visent spécifiquement Shenzhou 7. Et ce pour deux raisons principales. La première, c'est la méfiance face au programme Shenzhou en raison de son fonctionnement isolationniste et son but politique ouvertement assumé par le parti, en entretenant un culte du secret et un filtre très autoritaire sur les informations données à la presse. En effet, la quasi-intégralité des informations données par le programme Shenzhou viennent de la presse chinoise qui elle-même est directement contrôlée par l'État. Et le début du programme Shenzhou a souvent été critiqué pour ça. Et à la manière de la course à l'espace dans les années 60, dans les deux camps, certains estimaient que la Chine était tellement pressée de montrer qu'elle était une grande puissance spatiale, elle était tellement pressée de faire bonne figure, que mentir serait plus importante que la vérité. Bon, il n'y a aucune preuve matérielle de ça, qu'on soit bien clair, mais faut quand même avouer que la Chine, c'est pas un modèle de transparence. La deuxième raison, ce sont les vidéos associées à la sortie de Zhai Zigang. Certaines d'entre elles seront postées sur internet, notamment YouTube, dès 2008, avec une qualité d'image assez dégueulasse. Et c'est cette qualité d'image qui va faire voir à des internautes des détails assez louches. Certains ont affirmé avoir aperçu des bulles, suggérant une scène filmée sous l'eau comme dans une piscine d'entraînement pour astronautes qui simule donc l'effet d'impesanteur. Le mouvement du drapeau tenu par le taïkonaute est également très étrange parce qu'il ne semble pas naturel, comme s'il était toujours sensible à la pesanteur terrestre et dont les mouvements sont un peu décalés, sans parler des reflets inhabituels qui ne sont pas cohérents avec la position du soleil. Bref, c'est très bizarre. Alors, il y a des explications rationnelles à absolument toutes ces interrogations. Concernant les bulles, ça peut être n'importe quoi, que ce soit des morceaux de glace qui étaient à l'extérieur de la carlingue, ou simplement la source d'une mauvaise compression des vidéos YouTube, et ça peut expliquer aussi l'éclairage bizarre du soleil. Sans parler du positionnement de la caméra qui est un petit peu bizarre, donc forcément il y a quelques reflets un peu chelous, mais ça c'est plus dû à une image qui est pas très bonne en termes de qualité, plutôt qu'un complot qui essaierait de nous faire croire qu'ils sont jamais allés là-haut. Et concernant le drapeau, il est en impesanteur justement, et aussi sans atmosphère. Il bouge en fonction des impulsions initiales du taïkonaute. Et comme il n'y a pas de frottement pour le ralentir, le drapeau suit sa course jusqu'à une autre impulsion dans le sens inverse, ce qui crée un décalage étrange. D'ailleurs, ceux qui ont remis en question l'existence même de ce vol ou de cette sortie extravéhiculaire ne sont que des internautes. Des gens dans des commentaires de vidéos YouTube qui datent d'il y a plus de 16 ans, des commentaires dans des forums assez obscurs, c'est vraiment un truc de niche qui vient d'internet. Il y a très peu d'articles qui en parlent, vraiment. Donc c'est resté forcément de niche. Mais le programme Shenzhou est dans son ensemble un énorme succès, et il continue aujourd'hui comme je l'ai dit. Mais n'empêche, cette petite controverse existe, bien qu'elle soit pas vraiment fondée, et surtout totalement obscure. Numéro 4. La photo. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Son visage ne vous dit sans doute rien, sauf si vous êtes un amateur d'émissions spatiales. Il s'agit de Byron Willis McCandless II, qu'on surnommera ici Bruce McCandless, ou juste Bruce.
C'est un astronaute américain né en 1937 qui a participé à 2 missions de navette spatiale en 1983 et en 1990. Ça paraît peu, entre guillemets, de passer 13 jours dans l'espace, mais c'est un CV extraordinaire compte tenu des missions qu'il a effectuées. Déjà, avant même ces missions, il a été à 28 ans seulement le Capcom de la NASA lors de la mission Apollo 11. C'est lui qui communiquait avec les astronautes, notamment durant la première sortie sur la Lune de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mais surtout, même si vous ne connaissez pas son visage, vous savez qui c'est. Vous l'avez déjà vu quelque part. En réalité, on le voit partout, parce que si sa tête ne vous dit trop rien, vous connaissez cette image. Cette photo représente Bruce dans l'espace, et elle est légendaire, et pour une raison très simple. C'est l'une des photos, si ce n'est la photo la plus connue de l'histoire de l'exploration spatiale. On pourrait penser aux missions lunaires, aux rovers sur Mars. Non, cette photo. On a tous vu cette photo. Précisément parce que Bruce McCandless, qui est sur la photo, et plutôt sa combinaison, a été croppée et utilisée absolument partout, que ce soit dans les journaux, à la télévision, sur internet, dans les articles de presse, les livres, les bouquins scolaires, les expositions, absolument partout. Cette photo, vous l'avez vue au moins plusieurs fois, recadrée, déformée, peut-être même en PNG, mais qu'importe, elle a été utilisée et exploitée partout, quitte à être le premier résultat de recherche sur Google Images. En gros, c'est devenu la photo d'illustration absolument parfaite pour décrire les astronautes, la NASA, les missions spatiales et tout ce qui est en rapport avec l'espace. Maintenant, il y a une histoire derrière cette photo qui nous fait rendre compte que Bruce, c'est un peu une légende en fait. Parce que l'origine de cette image, prise par Hoot Gibson, qui est un collègue d'une mission qu'on va voir juste après, révèle une expérience particulièrement dangereuse, mais contrôlée et voulue par la NASA. Bruce effectue son premier vol lors de la mission STS-41B avec la navette Challenger qui décolle le 3 février 1984 pour 7 jours de mission en orbite basse autour de la Terre. Durant ces 7 jours, Bruce a une mission importante, celle de tester le MMU, l'acronyme pour Man Maneuvering Unit. En gros, c'est un dispositif autonome qui complète la combinaison d'un astronaute et qui possède un système de RCS, des mini-propulseurs à azote comprimé qui permettent de se déplacer librement en apesanteur en dehors de la navette, et surtout sans assistance. Parce que les astronautes, lors des sorties dans le vide spatial, sont constamment sanglés, pour ne jamais quitter le contact direct avec l'habitacle, que ce soit une navette, un module, une station spatiale. Parce que la moindre impulsion en apesanteur fait que si vous allez dans la direction opposée de votre habitacle, vous pouvez plus revenir. Et ça sert à rien de vouloir faire la brasse coulée pour essayer de revenir, ça marche pas. Donc pour éviter de subir le même sort que George Clooney dans Gravity, en même temps il avait bien cherché ce con, faut être constamment attaché. Jusqu'au moment où la NASA a développé le MMU, une sorte de jetpack de l'espace. Le test sera une réussite. Et c'était d'autant plus un exploit quand on sait que c'était la première fois qu'un astronaute pouvait librement se déplacer avec le MMU en conditions réelles. Beaucoup trouvent ça absolument terrifiant et je peux comprendre. C'est là que Hoot Gibson, un autre astronaute de la mission, prendra les photos de Bruce qui s'éloigne jusqu'à une centaine de mètres de Challenger, soit l'équivalent de la longueur d'un terrain de foot. Le tout évidemment retranscrit en direct à la télévision américaine. Il y a un sentiment profond de solitude qui se dégage de ces photos, et Bruce le dira lui-même. Bien qu'extrêmement concentré, il s'est senti minuscule en flottant dans l'immensité de l'orbite basse. En 1990, il participera à la mission STS-31 avec la navette Discovery, dont l'objectif est le déploiement du télescope spatial Hubble. Ce mec est une légende et si son nom ne résonne pas autant que d'autres avant ou après lui, il sera au moins le premier être humain à flotter librement dans l'espace sans attache et posé dans la photo la plus utilisée et la plus exploitée de l'histoire de l'aérospatiale. C'est fort quand même.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 3. La vérité, c'est qu'il y en aura une parce que j'ai déjà trouvé les sujets. En vrai, j'ai même trouvé les sujets pour une partie 4. Voilà, mais ce sera pour plus tard. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, surtout partager la vidéo, c'est extrêmement important. Mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres épisodes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut.